20h sur la télévision Futur Média à l'heure du grand journal. Bienvenue à cette édition. Les titres, c'est tout de suite. 10 chefs d'inculpation retenus contre Kilifeu, Simon et leur principal accusateur Thierno Amadou Diallo. Le trio mouillé dans une affaire de trafic de passeports est placé sous mandat de dépôt. Dans cette édition, les explications de Maître Abdoulaye Tall qui assure leur défense. Alerte à Mboro-sur-Mer, un conflit oppose pêcheurs de la localité et conducteurs de bateaux étrangers. Plus de 150 pirogues auraient été endommagées par ces gros navires et jusqu'ici, pas d'indemnisation en vue. Le ministre de la Pêche est appelé à intervenir pour éviter tout débordement. Bientôt la réouverture des frontières entre le Sénégal et la Guinée-Conakry. À Kédougou, l'annonce de la nouvelle la réjouit. Les ressortissants de cette zone qui, jusque-là, n'arrivaient pas à rallier le pays voisin. Et puis, à 10 jours du grand Magal de Touba Matam, dans la ferveur de l'événement, la communauté mouride sur place s'est mobilisée pour organiser une journée de récital de Coran, mais aussi de Khassaïd. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à tous, un journal que nous ouvrons avec l'actualité judiciaire, mais avant d'y arriver, petit détour par Diass où 14 personnes ont été interpellées, dont l'imam de la ville, du village plutôt de Chakirak. Des interpellations qui sont la conséquence d'échauffourées entre riverains qui dénoncent un accaparement de leurs terres. L'information est de notre correspondant dans la zone, Abdourahmane Diallo, et bien sûr, nous n'excluons pas d'y revenir au cours de nos prochaines éditions. Je vous l'annonçais donc en titre. Les membres du groupe Y'en a marre, Simon Kouka, Landing Messan Sek alias Kilifeu, leur principal délateur Thierno Amadou Diallo ont été entendus ce mercredi par le juge du deuxième cabinet. Ils ont été placés sous mandat de dépôt et doivent répondre à 10 chefs d'inculpation. Maître Abdoulaye Tall assure leur défense. Je vous propose de l'écouter au micro de Fatou Bintou Conté et Amadou Ba. Qui a eu à procéder tout à l'heure à l'interrogatoire de première comparution de M. Landing Messan Sek dit Kilifeu, Simon Niaga Kouka dit alias Simon et Thierno Amadou Diallo pour des faits d'association de malfaiteurs contre tous les trois, de corruption, de tentative de faux dans un document administratif et de tentative de trafic de migrants contre Kilifeu, de complicité de corruption, de complicité de tentative de faux et usage de faux dans un document administratif, ainsi que de complicité de trafic de migrants contre Thierno Amadou Diallo, ainsi que du délit de tentative de trafic de migrants et de complicité d'usage de faux contre Simon. Voilà les chefs d'inculpation retenus par le juge du deuxième cabinet contre les trois que je viens de citer. Je dis qu'ils ont été placés sous mandat de dépôt tous les trois, le temps que l'enquête puisse se poursuivre. Également, dans les prochains jours, tous les trois seront extraits de la prison, entendus à nouveau dans le fond de l'affaire et voir effectivement quels sont les degrés d'implication et permettre du côté de la défense de pouvoir analyser un autre système de défense pour pouvoir les faire sortir de prison. Face à une insécurité qui sévit dans plusieurs quartiers de la banlieue dakaroise, l'État agit dans le département de Pikine. Les autorités viennent en effet de commanditer une enquête dont l'objectif est d'apprécier le taux de sécurité au niveau des différentes communes. Environ 1000 ménages sont concernés par cette étude qui, à terme, permettra d'élaborer des contrats de sécurité comme outil de prévention face à une insécurité galopante. Et à ce propos, écoutons Mohamedou Ndiaye de l'Agence d'assistance à la sécurité de proximité. Il est avec Nongoka. D'abord, c'est une mission qui figure en bonne place dans le décret de création de l'ASP, qui est le décret 2013-10-65 du 5 août 2013, qui donne comme mission à l'ASP, en plus du recrutement, du recrutement de la formation et du déploiement au niveau des forces de défense et de sécurité, d'élaborer des contrats locaux de sécurité en rapport avec les comités départementaux de prévention et de lutte contre la délinquance. L'objectif visé, c'est d'arriver à une coproduction de la sécurité au niveau des communes. Quand je parle de coproduction de la sécurité, c'est-à-dire que faire participer les populations, les acteurs communautaires à la prise en charge
de leur propre sécurité. Aujourd'hui, c'est le diagnostic local qui sera fait qui va déterminer la situation de l'insécurité dans ce système. Ce qu'on sait, c'est qu'une étude a été commanditée en 2017 pour faire la cartographie de la délinquance au niveau national. Et c'est sur la base de cette étude que 15 communes ont été choisies pour servir de communes pilotes à l'élaboration de ces contrats locaux. Mais l'objectif visé, c'est que toutes les communes du Sénégal puissent disposer d'un contrat local. C'est un échantillonnage à peu près pour communes, pour Guinaw Rail et Mbao, environ 1000. Ce n'est pas le même nombre qui sera enquêté au niveau des différentes communes, parce que dans chaque commune a ses réalités. À Mboro-sur-Mer, plus rien ne va. Entre les pêcheurs et les conducteurs de bateaux étrangers, les premiers reprochent aux derniers d'avoir endommagé plus de 150 de leurs pirogues. À cela s'ajoute le fait qu'il n'y ait toujours pas d'indemnisation en vue, assez pour que le collectif de pêcheurs de Mboro interpelle le ministre de tutelle et même le chef de l'État afin de mettre un terme à ces abus. Cher Anta Diop. Les bateaux étrangers pillent nos ressources, détruisent nos pirogues et filets de pêche. C'est ce qu'on pouvait lire sur des pancartes. Les pêcheurs de Mboro Gate ont tiré la sonnette d'alarme au cours d'un rassemblement. C'est la colère des pêcheurs. Parce que si vous voyez, c'est la deuxième fois que nous dénonçons cette situation. Et ça persiste. C'est les bateaux pavillons chinois qui détruisent de pied nos ressources. Maintenant, ils gaspillent nos matériels. Les matériels qu'ils détruisent, ça coûte des millions. Si l'État du Sénégal n'y prend garde, des milliers de jeunes pêcheurs de Mboro vont directement vers le chômage, disent-ils. Aujourd'hui, les pêcheurs sont dans des difficultés énormes. Le poisson, ça fait de plus en plus rare. Il faut qu'ils revoient les licences qu'ils octroient aux bateaux des Chinois. Les gens se déclarent soi-disant que ce sont les Sénégalais, alors que ce sont les Chinois qui se cachent derrière cette situation. Avec plus de 100 pêcheurs dont leur matériel était gaspillé, tu veux en prendre 3 pour les payer soi-disant. Ces pêcheurs de Mboro-sur-Mer sont aussi indignés de constater que les quais de pêche, dont la première pierre a été posée par l'ancien ministre de la Pêche Oumar Gueye, il y a de cela 5 ans, les travaux n'ont pas évolué. C'était en 2019, on est en 2021. Vous voyez ce qui a été fait? Tout est détérioré et la situation reste comme ça, inerte. Sur la plage de Mboro-Sendekat, c'est toute une communauté qui s'est mobilisée pour dire que les pêcheurs, femmes transformatrices et mareyeurs de Mboro-sur-Mer sont fatigués. Et nous restons dans le secteur maritime pour nous intéresser cette fois-ci à un phénomène qui risque de constituer une sérieuse menace pour notre Tchéboudjen national, la surpêche pratiquée par les bateaux étrangers, déplorée par l'Union des mareyeurs du Sénégal en conclave à Kaolack. Les membres de l'organisation dénoncent par ailleurs une surtaxe actuellement opérée par les autorités sur leurs produits. Ils menacent tout simplement de bloquer la livraison de leur ravitaillement si leurs revendications ne sont pas satisfaites. Pape Mbaye Diao. Les mareyeurs du Sénégal n'en peuvent plus de la rareté des ressources halieutiques. Selon l'Union nationale des mareyeurs, les bateaux étrangers continuent d'envahir les eaux sénégalaises. Les chargés de communication de l'organisation dénoncent la non-tenue des promesses de l'État. Tout le monde a constaté la rareté du poisson au Sénégal. Parce qu'on ne peut pas délivrer des licences de pêche sans savoir s'il y a excédent de ressources dans la mer. Ce bateau de recette était tombé en panne depuis au temps du ministre Oumar Gueye. Ce bateau n'est pas fonctionnel. Et c'est ce bateau qui définit s'il y a la ressource dans la mer, s'il y a excédent de ressources. Face à cette situation qui menace gravement leurs activités, les mareyeurs demandent à l'État d'exclure au moins des licences de pêche les poissons les plus consommés par les Sénégalais. L'espèce pélagique côtière, qui est l'espèce que la population sénégalaise utilise dans le panier mélangé dans les bols du midi, cette espèce est menacée aujourd'hui parce que c'est rare. Donc cette espèce, on demande que l'État du Sénégal nationalise cette espèce. Par ailleurs, ces mareyeurs fustigent ce qu'ils appellent des surtaxes que les autorités les font payer en baquet. L'Union nationale des mareyeurs menace de bloquer la livraison du poisson dans la zone. Nos camions frigorifiques traversent Mbaké pour aller à Touba. Donc la municipalité de Mbaké, avec le préfet, ils ont fait sortir un arrêté pour dire que tout camion qui traverse là-bas paiera des taxes très chères. C'est ce que nous ne comprenons pas. Avec le Magal de Touba qui arrive, nous demandons, notre ministre de tutelle aussi, nous l'interpellons pour cela. Nous l'interpellons aussi le khalife général des Mourides. L'Union nationale des mareyeurs du Sénégal était en conclave à Kaolack pour discuter des problèmes de leurs activités. Ils sollicitent de l'État un audit des licences de pêche.
Allez, nous quittons Kaolack pour le département de Koungheul, destination la commune de Ribo-Escale. Sur place, une affaire de détournement de fonds oppose le maire Yaya Sow et les habitants. Ces derniers l'accusent d'utiliser les fonds destinés à la gestion de la mairie à d'autres fins. Joint au téléphone, le maire a bien sûr réfuté ces allégations et menace de porter plainte contre ses accusateurs. C'est un reportage signé Omar Ndiaye. Ces populations qui ont accusé le maire de Ribo-Escale de malversation lui reprochent d'avoir fait un détournement d'objectifs sur les 90 millions votés chaque année comme budget de la commune, et c'est depuis 2014. On a constaté vraiment des détournements d'objectifs sur le budget, sur la gestion du budget. C'est ce qui fait aujourd'hui que nous nous sommes rassemblés aussi pour déplorer ça. Rien n'est fait, rien. Il n'y a aucune réalisation. Tout ce qui est réalisé là, ce sont des réalisations de l'État. Parce que c'est l'eau, les forages, ça c'est l'État. C'est l'électricité, c'est l'État. Oui, on demande, on audite. Vraiment, la population dans son ensemble, chaque année au minimum de 2014 à nos jours, au moins nous votons 90 millions. C'est pourquoi elle demande à l'État de mandater l'IGE pour auditer la gestion de la municipalité. Et pour demander à l'État à ce que des inspecteurs soient envoyés à Ribo pour apporter une lumière donc, sur la gestion donc, du budget de 2014 à nos jours. Pour sa part, le maire de la localité rejette toutes les accusations et n'exclut pas de porter plainte. Parlons éducation à présent. C'est une étude menée par la COSIDEP sur les résultats scolaires obtenus au Sénégal de 2005 à 2021 et principal constat, l'année 2020, malgré la Covid, a été meilleure en termes de performance que les années 2019 et 2021. Un constat qui d'ailleurs a généré une incompréhension chez de nombreux observateurs réunis autour d'une rencontre initiée justement par la COSIDEP. Le compte rendu est signé Aminata Mbaressa et Modou Diop. Ces graphiques, des tableaux illustrant les résultats scolaires des examens. La fourchette choisie pour ces analyses, les examens de 2005 à 2021. Si nous comparons ces résultats à 2021, vous avez vu qu'il y a une chute pour l'ensemble des examens. Rien que pour le CFA, par exemple, on a perdu presque 10 points. 10 points entre 2020 et 2021. Pour le BFM, à peu près 6 points. Vous avez vu aussi, il y a une baisse aussi pour le bac, pour 2021. Mais, somme toute, quand même, les résultats de 2021 restent supérieurs à 2019. Un accent particulier sur les années 2019, 2020, 2021. Les auteurs de l'étude ont voulu évaluer l'impact de la pandémie Covid-19 sur les résultats scolaires. En 2020, première année Covid, le Sénégal a fait des résultats au CFA, au bac et au BFM, des résultats extraordinaires. Jamais le système n'a atteint effectivement ce niveau de performance, ni au CFA, on a parlé tout à l'heure de 72 % au CFA, n'est-ce pas, ni au BFM, ni au bac. 2020, l'année surprise, des statistiques satisfaisantes, un paradoxe qui peut s'expliquer. D'abord, la mobilisation des enseignants, des politiques pédagogiques autour des candidats, la réduction des effectifs des classes. Vous avez aussi appris que les classes avaient été scindées, n'est-ce pas, en un effectif de 20 par classe. Un effectif de 20 par classe, c'est important. Ensuite, le ministère avait aussi pris la décision d'alléger le programme. Les programmes dont on estime qu'ils sont vraiment très encyclopédiques. En menant cette analyse et ces enquêtes, les initiateurs montrent par là qu'il y a nécessité de revoir notre manière de dispenser les enseignements, adapter le système avec des effectifs moyens dans les classes et des enseignants en nombre suffisant. Les résultats de ces études ont été présentés au cours du panel intitulé donc Les Mardis de la COSIDEP, une initiative de la coalition sur le thème Nos vacances pour l'école, qui est en fait un cadre de discussion sur les questions de l'école. Avec un taux de réussite de 100% pour le BFM, la commune de Nit, toujours dépourvue de lycée, résultat, les collégiens sont obligés de se rabattre sur d'autres villes pour pouvoir poursuivre leurs études, ce qui engendre les premières causes d'abandon scolaire sur place. Et pourtant, cette localité assure l'approvisionnement en eau à de nombreux citoyens, grâce notamment au lac de Guiers qui l'aborde, mais paradoxe, la commune
commune dit manquer de tout ou presque. C'est un reportage signé Ousseynou Diop Abibsek. La commune de Gnitch fait partie des municipalités qui ont eu 100% de taux de réussite au BFM. Mais dans cette commune, l'essentiel des lycéens abandonnent les études en seconde. Cette commune du Waalo ne dispose pas d'un lycée pour maintenir les élèves dans leur localité. Les populations veulent mettre fin à ce problème. Nous sommes obligés de surcharger les familles d'accueil qui ne se dotent même pas de moyens financiers pour nous prendre en charge. Nous réclamons un lycée pour contrer l'échec généralement favorisé par ces situations précaires. Cette année, avec la réussite de tous les 114 candidats au BFM, les professeurs réclament la construction immédiate d'un lycée dans cette commune qui assure l'approvisionnement en eau à des millions de Sénégalais. Nous revendiquons la construction d'un lycée dans cette commune dans les plus brefs délais. Nous demandons à son Excellence, M. Macky Sall, d'aider ces braves élèves à poursuivre leurs études de CESE. Pour les parents d'élèves, Gnitch doit se développer et il faut donc résoudre le problème. Ils ont lancé un message fort aux autorités du pays pour qu'elles viennent en aide à cette commune du Waalo. Nous rencontrons beaucoup de difficultés dans les régions Dakar, Thiès, Saint-Louis, un peu partout au Sénégal. Faute, manque de lycée. Maintenant, nous avons des problèmes d'hébergement en ville, problèmes de transport. Après cette mobilisation, les populations de Gnitch ont promis de remettre ça d'ici quelques jours si rien n'est fait. Elles ont invité les autorités éducatives à faire de leur doléance une priorité. C'est un véritable ouf de soulagement pour de nombreuses familles. À quelques jours de la rentrée des classes, près de 1000 enfants de la commune d'Oulampan ont pu bénéficier de leur extrait de naissance. Ces enfants, issus pour la plupart de familles déplacées à cause de la crise en Casamance, craignaient déjà le pire à la veille de la rentrée scolaire avant que la bonne nouvelle ne leur soit justement annoncée, en présence de nos correspondants Boubacar Diassi et Lamine Mandian. Dans la commune de Oulampan, composée de 48 villages dont une partie était déplacée à cause de la crise en Casamance, plus de 1000 enfants n'avaient pas d'extrait de naissance. Pour résoudre ce problème, à quelques semaines seulement de la rentrée des classes, la mairie et ses partenaires ont organisé des audiences foraines. Et le résultat a été probant. C'est vrai, le problème de l'état civil est un problème très vraiment récurrent. Nous avons formulé des demandes et les demandes ont été prises en compte. Et merci, Oulampan, nous avons 1000 et quelques personnes enrôlées. Le principal partenaire de la mairie considérait que le manque d'extrait de naissance était en soi une source de conflit dans cette partie du pays qui a trop souffert de la crise. Et étant un projet qui travaille dans les aspects de gestion des conflits, nous avons compris que les populations ont montré que l'absence d'extrait d'état civil est une source de conflit. Donc ça les empêche de voyager, ça les empêche de ne pas avoir accès à ce que l'État leur offre, à l'emploi, à l'école, à la santé. Ils ne peuvent pas se mouvoir, ils restent toujours dans leur zone. Donc cette analyse ayant été faite, nous avons pris la décision d'accompagner les populations à l'obtention des extraits d'état civil. Ce programme devrait se poursuivre dans tout l'arrondissement de Sindian, puisque les populations réfugiées au sud de la Gambie sont en train de revenir petit à petit. Une fois n'est pas coutume, nous nous intéressons à la diplomatie dans ce journal avec la cérémonie de lancement de la session annuelle de formation en droit international des droits de l'homme, une 12e édition qui a vécu sous le thème numérique et droit international des droits de l'homme. Le Sénégal encourage l'adoption d'une loi pour suivre les évolutions du numérique. Le compte-rendu est signé à Bupfay. C'est parti pour 2 semaines de formation sur le numérique et droits humains. Objectif, participer à l'équilibre numérique au Sénégal. Des avancées importantes ont été réalisées, notamment la mise en place du Conseil national du numérique, la mise en place du cadre juridique donc du secteur des télécommunications, le vote de la loi sur les startups en 2020, la mise en place du plan national haut et très haut débit
Des droits humains dans le contexte d'un monde qui se numérise de plus en plus. Alors pour l'Union européenne, c'est un enjeu clé. Vous avez sans doute entendu parler du règlement général sur la protection des données qui existe depuis plusieurs années dans l'Union européenne et qui fait vraiment de l'Union européenne un champion, on va dire, global de la protection des données personnelles et des droits dans un monde numérisé. La révolution 2.0 au moyen de destruction, le Comité sénégalais des droits de l'homme demande ainsi plus de vigilance. Des dérives sont fréquemment notées dans les médias sociaux à travers des agressions verbales, des injures à l'encontre des autorités ou même de simples citoyens, ainsi que des incitations à la haine et à la violence. Pour trouver un argument juridique, il faut réguler et réglementer les questions ayant trait au numérique et droits humains. Mon ambition est d'accélérer la mise en œuvre des réformes et l'exécution des projets afin d'atteindre les objectifs fixés à 2030-25 grâce à une plus grande implication du secteur privé. Du 13 au 24 septembre, avocats et magistrats se penchent sur la question numérique pour apporter des propositions et recommandations afin d'éviter les dérives notées. Et puis vous avez sans doute dû rectifier par vous-même. Il ne s'agissait pas là de diplomatie, mais plutôt d'économie numérique. Autant pour moi. Allez, je vous l'annonçais en titre. Matam renoue avec la tradition. Les talibés mourides ont organisé la journée Wadial Magal qui en est à sa 7e édition. Il s'agissait entre autres de lecture du Coran, de Khassaï, de Serigne Touba, mais aussi de bernde destinés aux chefs religieux de Matam, de Ourossogui, de malades au niveau de l'hôpital, mais aussi de pensionnaires, des pensionnaires qui sont dans les prisons de Matam. La correspondance est signée à Ali Bandalian. À la veille du Grand Magal de Touba, les préparatifs vont bon train dans la région de Matam. À Ourossogui, ville qui accueille le plus grand nombre de talibés, en majorité des commerçants, la tradition a été respectée. Les différents daïras ont organisé la journée Wadial Magal, de grands moments de recueillement rythmés par la lecture du Saint-Coran et des Khassaïd de Serigne Touba. Comme d'habitude, comme l'accoutumée, c'est le courrier du Safar au marché. À chaque veille du Magal, nous organisons des bernets au niveau du marché pour satisfaire la population. On a une association de courriel 18 Safar. Chaque année, donc, chaque année, voilà notre 7e édition au niveau du marché. C'est un courriel qui compose les disciplines du Mouride et également toutes les religions confondues au niveau de Ourossogui. Absolument, c'est une invitation de tous les courriels. C'est-à-dire qu'il y a des courriels ici au niveau de Ourossogui et au niveau même de la région de Matam. Et que nous invitons tous les courriels qui sont dans la région. C'est une préparation pour le Grand Magal qui aura lieu le 25. Cette journée, qui est à sa 7e édition, a connu un franc succès. Entre Mouride et Tidjane, la bonne cohabitation a tout simplement été magnifiée. Et à partir de cette date, les daïras et autres courels se concentrent désormais sur les caravanes vers la ville sainte de Touba. Un peu de culture dans ce journal avant de passer à la page internationale et de terminer par le sport. La ville de Mbour a vibré au rythme du Kankourang. Le septembre mandingue a démarré dans cette commune de la Petite Côte. Et l'événement, suspendu l'année dernière en raison de la Covid, a connu un réel engouement cette année avec le groupe Tama et Tom qui a réjoui les populations, nous dit Abdourahmane Diallo. Kankourang Nata, c'est le titre de la chanson du groupe Tama de Mbour. Mamiko souligne les retrouvailles notées durant cette période. On voit que septembre, c'est une sorte de retrouvaille. Asie, Europe, États-Unis, tout le monde. C'est une retrouvaille en fait. Donc on s'est dit pourquoi pas rendre hommage à la communauté mandingue. Le septembre mandingue est initié par la collectivité.
paroles, l'une des artistes ajoute que ce morceau rend aussi hommage à la collectivité mandingue. Le concours, c'est un art, c'est une culture et c'est un honneur pour les Mourois. Donc il fallait faire une chanson pour mettre à l'honneur le concours. On est allé voir les anciens, et on a discuté, on s'est renseigné et voilà, on a créé cette chanson pour mettre à l'honneur le concours. La percussion de Kankourang Nata est assurée par Tom Family, le tambour-major mbourois. Réouverture de la frontière entre le Sénégal et la Guinée. La communauté guinéenne établie à Kédougou exulte. L'ouverture pourrait être effective d'ici la fin du mois de septembre, mais la nouvelle est déjà synonyme de soulagement pour de nombreux Guinéens qui jusque-là rencontraient, il faut le dire, d'énormes difficultés pour rallier leur pays. Et c'est un récit d'Ibrahima Diébakhate. La réouverture de la frontière sénégalo-guinéenne annoncée par les autorités a été vivement saluée par la communauté guinéenne établie à Kédougou. Nombreux sont les opérateurs économiques guinéens qui s'activent au marché central de Kédougou qui ont poussé un véritable ouf de soulagement. Et je pense que c'est un acte salutaire maintenant à notre niveau, que vraiment si toutefois, comme les Sénégalais et les Guinéens, c'est même père, même mère, je pense qu'avec l'ouverture des frontières, c'est une opportunité pour tout le monde afin que nous vivons comme d'habitude, sans souffrance exagérée. Même son de cloche chez les vendeuses de tissus qui doutent encore d'une telle décision. Il n'y a pas de frontière avec nous, Guinée et Sénégal, c'est pas bon. C'est pas bon. Ça n'arrange pas nous ici. C'est ça qui est bon. C'est ça qui nous arrange. Oui. Oui, on a content. S'il fait ça, ça nous contente bien. Hein? Oui. Ailleurs, à la gare routière, c'est un sentiment de satisfaction qui anime la plupart des chauffeurs guinéens qui se sentent ainsi libérés. Des frontières, vraiment, ça nous trouve fatigués. Maintenant, comme on a entendu que la frontière vient d'ouvrir, donc on est très content. Parce que si on vient à Kédougou ici, quand on prend le passager, il faut qu'on prenne le véhicule qui va en Guinée. En attendant l'effectivité d'une telle mesure, la voie de contournement par le Mali demeure encore l'unique alternative qui s'impose à ces opérateurs économiques guinéens pour convoyer l'essentiel de leurs marchandises à destination de la région de Kédougou. L'actualité hors du Sénégal nous mène à Bangui où des casques bleus gabonais accusés d'abus sexuels ont été retirés de la Centrafrique. En République démocratique du Congo, une manifestation de l'opposition a été durement réprimée dans la capitale Kinshasa par les forces de l'ordre, au point que le ministre congolais a dénoncé des bavures policières. Vous l'avez deviné, c'est l'heure de la page internationale et elle est signée Marcel Farba-Marouna. Quelques 450 casques bleus gabonais ont été retirés de la force de maintien de la paix en Centrafrique. Ainsi en a décidé l'Organisation des Nations Unies après des accusations d'exploitation et d'abus sexuels concernant le contingent gabonais de la MINUSCA. Pour sa part, le gouvernement gabonais a annoncé l'ouverture d'une enquête d'après le ministère gabonais de la Défense. Rappelons que c'est en avril 2014 que la MINUSCA a été déployée par l'Organisation des Nations Unies avec pour objectif de mettre fin à la sanglante guerre civile ayant suivi le coup d'État contre le président François Bozizé en 2013. En République démocratique du Congo, un rassemblement de l'opposition a dénoncé la politisation de la Commission électorale nationale indépendante a été réprimée ce mercredi par les forces de l'ordre dans le quartier de Massina à l'est de Kinshasa, la capitale. Quelques leaders de l'opposition congolaise ont donc été empêchés de rejoindre leurs partisans, comme Martin Fayoulou, qui a affirmé avoir subi des violences. Aussi, des gaz lacrymogènes ont été tirés sur les manifestants et des journalistes ont vu leur matériel confisqué et d'aucuns ont reçu des coups de matraque, selon Radio France Internationale. Le ministre congolais de la Communication, Patrick Mouyaya, qui a reconnu et condamné des bavures policières, promet des enquêtes et des sanctions contre les fautifs. Après la rencontre hier avec des leaders politiques en Guinée, la junte recevait ce mercredi des acteurs de la société civile. Des centaines de militants des droits de l'homme, de la promotion des femmes ou de la lutte contre la corruption ont tenté d'exposer leurs attentes aux chefs des putschistes.
Pour ceux qui ont pu assister à ces rencontres avec le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya, les avis sont partagés. Certains disent avoir été écoutés, mais d'autres ont exprimé leur frustration vu qu'ils n'ont pas pris la parole ou, pire, n'ont pas pu obtenir satisfaction quant à la question des droits de l'homme en Guinée. En rappel, le 5 septembre dernier, des militaires ont renversé le président Alpha Condé avant de dissoudre le gouvernement et les institutions et d'abolir la Constitution. 12,3 millions de dollars, c'est le montant retrouvé chez d'anciens responsables afghans selon la Banque centrale d'Afghanistan. Une découverte qui intervient au moment où le pays fait face à une pénurie de liquidités quelques semaines après la chute du régime de Kaboul. Les talibans, désormais au pouvoir, ont ainsi transféré cette somme dans les caisses nationales au nom, disent-ils, de la transparence. Allez, passons au sport avec le Casa Sport qui s'est qualifié aujourd'hui en finale de la Coupe du Sénégal en battant le Stade de Mbour 2-0 en match comptant pour la demi-finale. Les Verts et Blancs de Ziguinchor se sont imposés grâce à 2 pénaltys obtenus respectivement à la 6e et à la 58e minute. Ces pénaltys ont été transformés par Ousmane Diouf et Lamine Djedjou. L'objectif du coach Ansou Djadjou est de remporter la Coupe du Sénégal plus de 5 ans après l'avoir joué puis perdu. Suivons sa réaction au micro de Boubacar Diassi et Lamine Mandian. Oui, le discours a porté sur le point mental parce que nous avons fait une préparation mentale parce que techniquement, tactiquement, l'équipe était en place. Avec le déplacement à Mauritanie, nous avons vu que tout est en place. Maintenant, ce qui restait, c'est le travail mentalement. Et nous saluons l'appui de l'inspecteur Gassama qui a pu prendre les gosses pendant 32 heures de temps au siège et leur parler, les préparer mentalement pour dépasser ce cap-là parce que presque plus d'1 mois ou 2 mois, ils n'ont pas joué devant leur public. Il fallait les préparer à supporter, n'est-ce pas, ce public-là et à vraiment les satisfaire. L'objectif, c'est de gagner la coupe parce que quand vous allez en finale, c'est chercher à gagner la coupe. Ce n'est pas aller pour perdre parce que vous savez, il y a 7 ans, le Casa Sport a perdu 2 finales successives. Cette fois-ci, il ne faudrait pas perdre cette finale-là. Il faut aller pour la remporter. Parce qu'il est temps de remporter une coupe pour la population casamançaise. Sport toujours, le Zimbabwe annonce le retour de Norman Mapeza en tant que sélectionneur. Oslo FA choisit Ali Mal comme entraîneur pour sa première saison en Ligue 2. Le Sénégal éliminé à la CAN de volleyball féminin actuellement au Rwanda, qui se joue donc actuellement au Rwanda. Et la récap de l'actualité sportive hors de chez nous est toujours signée Chersadi Boutiara. Du volleyball pour démarrer, une fois n'est pas coutume. Le Sénégal est éliminé de la course au titre à la CAN de volleyball féminin Rwanda 2021. Les Lions ont été battus ce mercredi par les Lions de l'Atlas sur le score de 3-7-0. Leur deuxième revers en autant de sorties dans cette compétition. Elles vont disputer leur 3e match ce jeudi face au pays hôte, le Rwanda, à partir de 16h. Passons au football avec le retour du public lors des demi-finales de la Coupe du Sénégal. Une décision de la Fédération sénégalaise de football qui fixe toutefois la limite aux 2/3 de la capacité totale de chaque stade. Toujours dans le football local, Oslo Football Academy, promis cette saison en Ligue 2, change d'entraîneur. Moustapha Sex ne prolonge pas l'aventure avec le club, faute d'accord. Il est remplacé par l'ancien international Ali Mal qui a paraphé un contrat de 2 saisons plus une en option. L'objectif assigné, permettre au club d'accéder à la Ligue 1. Pendant ce temps, le Zimbabwe, premier adversaire de poule du Sénégal à la CAN 2021, s'est trouvé un nouveau sélectionneur à la personne de Norman Mapeza, un technicien local de 49 ans qui est déjà passé sur le banc du Zimbabwe de 2010 à 2012. Terminons par cette annonce de l'Agence mondiale antidopage, l'AMA, qui promet de réexaminer l'inscription du cannabis sur la liste des substances interdites. C'est sur demande des membres du comité exécutif de l'instance qu'un examen scientifique va avoir lieu en 2022 pour déterminer si le cannabis demeure un produit dopant. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Tout de suite, la version française du Soir d'Info avec Abdoulaye Der. Il reçoit Ahmed Diallo de la coalition Gor-Youbès pour parler naturellement des élections locales, mais aussi de l'actualité du moment. Restez connectés au programme de la télévision Futur.